Alors rebonjour, donc la dernière fois on a vu différents théorèmes relatifs aux énergies. Ce que je vous propose aujourd'hui c'est d'illustrer la conservation de l'énergie mécanique sur quelques exemples qui nous feront manipuler un peu le pendule simple. Donc on va mettre en application ce théorème sur l'exemple d'un pendule simple. Donc, je rappelle, un pendule simple, c'est donc un fil sans masse, de longueur petit l, auquel j'attache une certaine masse, et je m'intéresse au mouvement du pendule autour de la verticale, et je paramètre ici sa position à l'aide de θ. D'ailleurs, ici, on a un système à 1 degré de liberté, dans le sens où il suffit de connaître θ pour connaître la position de la masse, du point M. Alors, imaginez que le pendule soit au repos et vous lui communiquez une vitesse V0. Autrement dit, vous allez lui communiquer une énergie cinétique, donc une énergie mécanique. Et je vais me poser différentes questions. D'abord, si je fais le bilan des forces, je m'aperçois qu'il y a deux forces ici. Le poids vers le bas, et puis le fil qui exerce une action de contact sur le point M, qui est une force de tension. Le fil retient le corps. Alors, ce que vous devez savoir sur les forces de tension, c'est que la tension est toujours dirigée le long du fil. Donc le fil est tendu, et ici la tension, elle est ici centripète, dirigée vers le centre, ici le point de fixation. Est-ce que mon système est conservatif? Eh bien, je rappelle, un système est conservatif si les forces qui travaillent sont conservatives. Est-ce que la force T est une force qui travaille? Non, puisqu'elle est constamment perpendiculaire au vecteur vitesse. Donc sa puissance est nulle et son travail est nul. Pour ce qui est du poids, on a vu que le poids travaille. Ici, l'angle n'est pas de pi sur 2, le poids travaille. Mais on sait que le poids est une force conservative. On a vu que le poids dérivé d'une énergie potentielle de pesanteur, EP égale mgz. Donc, le système est conservatif. Ça veut dire que je peux, sans hésiter, écrire que l'énergie mécanique du système se conserve. Alors je vais me poser la question suivante. Puisque l'énergie mécanique se conserve, donc si je communique une certaine vitesse, je communique une certaine énergie au système, et cette énergie ne changera pas. Je me pose la question, quelle est l'énergie mécanique à communiquer au pendule pour qu'il fasse un tour complet, le fil restant tendu. Donc je veux que le mobile fasse un tour complet, qu'il aille tout là-haut, là, et que le fil reste tendu, de façon à ce qu'il fasse finalement des tours et des tours indéfiniment, le fil restant constamment tendu. Donc j'aimerais en fait que le mobile ait un mouvement circulaire indéfini. Avant de répondre à cette question, je précise que j'ai défini un axe OZ vers le haut. Alors là, c'est important vers le haut parce que, vous vous souvenez, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz si vous mettez un axe Z vers le haut. Donc là, je mets vers le haut. Et je mets mon origine des Z ici, là, au niveau de la position de repos. Donc ça correspond à mon origine des potentiels. Alors, cette question-là, pour y répondre, on va mélanger la conservation de l'énergie mécanique avec le PFD, vous allez voir. Donc là, je vais passer au tableau blanc. Donc là, je redessine le pendule dans une position quelconque. Donc voilà, ma masse. Donc je rappelle, ça c'est la masse petit m, ça c'est un fil de longueur petit l. Et la verticale, la voici. Et je définis l'angle θ ici. Et j'ai mis l'origine, donc la position de repos elle est quelque part par là. Donc ça c'est mon origine des Z. Alors,
déjà, je sais que l'énergie mécanique se conserve, donc je peux écrire que l'énergie mécanique est constante. Et l'énergie mécanique, si vous voulez, ben, c'est l'énergie potentielle, pardon, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc c'est 1 demi de mv carré plus mgz de manière générale, voilà ce que je peux écrire, et ça reste constant. Donc, vous voyez ici, quand z augmente, ben, forcément v va diminuer. Donc quand le pendule monte, v diminue. Alors, si v s'annule, bon, ben, le pendule va se mettre à osciller, tout simplement. Alors, moi je voudrais que le pendule y fasse un tour, mais en plus que le fil reste tendu constamment. Alors, ce que je connais, c'est l'état initial, la position initiale, sa vitesse initiale. Donc je vais appeler ce point-là, je vais l'appeler le point A ici. Dans la position symétrique, ici, là où on veut amener le pendule, on va l'appeler ce point, le point B. Donc quand le pendule a fait un demi-tour. Alors, au niveau des vitesses, on communique une vitesse V0. Voilà, donc au passage, je connais l'expression de l'énergie mécanique en fait, hein, puisque au début, V vaut V0 et Z vaut 0, donc ça fait 1 demi de mV0 carré. La question qu'on me pose, c'est avec quelle énergie il faut envoyer le pendule pour qu'il aille en B d'une part et que le fil reste tendu d'autre part. Donc il y a deux choses. Alors je vais appeler VB par exemple, la vitesse en B. Si j'écris que l'énergie mécanique se conserve, bah, je peux écrire aussi l'expression de l'énergie mécanique en B. Donc, je peux écrire aussi que l'énergie mécanique, puisque c'est constant, ça fait 1 demi de m VB au carré plus mg de z. Et ça, c'est égal à 1 demi de mv0 au carré. Alors, ça ne me donne pas l'énergie mécanique, puisque je ne connais pas VB. Je ne connais pas non plus V0. Ce qu'il faut, c'est traduire le fait que on veut que le fil soit tendu. Donc, à partir du moment où on veut que le fil soit tendu, ça veut dire qu'il faut que ici, en B, le fil soit en tension. Donc, ça suppose d'utiliser les forces. Donc, si on doit utiliser les forces, ça nous invite à utiliser le PFD. Alors, que dit le PFD en B? Ah, déjà, les forces. Les forces, elles sont comment les forces? Euh, Ici, on a dit, hein, on a le poids qui est comme ça, et la tension qui est comme ça. Bon, ici, quand le point B est en haut, j'ai une tension, mais j'ai aussi le poids dans la même direction et le même sens. Donc j'ai à la fois T et P qui sont dans le même sens. Donc T plus P égale M fois l'accélération. Mais regardez bien, ces deux forces ici, elles sont perpendiculaires à la vitesse par construction. Comme la vitesse est suivant la tangente, ces deux forces sont donc suivant la normale. Donc l'accélération ici, c'est l'accélération normale. Si vous prenez la norme de tout ça, alors la norme d'une somme de vecteurs, c'est pas forcément la somme des normes, il faut faire attention, hein. Mais ici, les deux vecteurs étant collinaires, t plus p, ça fait un vecteur de norme t plus p. Donc c'est la norme de t plus la norme de p est égale, la norme de l'accélération normale, vous savez, hein, c'est v carré sur r. C'est m fois v, alors la vitesse c'est vb, donc vb au carré, divisé par le rayon de courbure. Or, que vaut le rayon de courbure ici? C'est la longueur du fil, puisque le mouvement est un cercle de rayon petit l. Or, le fil est tendu, donc t est positif si le fil est tendu.
Donc ça veut dire que T doit être forcément positif, dirigé vers le bas. Donc ça veut dire que, eh bien, il faut que mvb carré sur L soit plus grand que P, c'est-à-dire mg. Et bien on a terminé ici, presque. Si je reprends l'énergie mécanique qui vaut, on a dit, 1 demi de mvb carré plus 2mgl. C'est donc supérieur à, alors si vous remplacez mvb carré par mgl, vous trouvez tout calcul fait 5 demi de mgl. Et voilà, là vous avez le résultat, c'est que on a trouvé la condition pour que, le pendule tourne en maintenant le fil tendu. Il faut que l'énergie mécanique soit plus grande que 5 demi de mgl. Et comme le m c'est 1 demi de mv0 carré, ben, il faut que v0 carré soit plus grand que 5 mgl. Ça revient à dire qu'il faut que v0 soit plus grand, c'est pas ce qu'on me demande, mais si je veux exprimer ça en termes de vitesse, il faut que v0 soit plus grand que racine de 5gl. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vais avoir, je n'aurai pas un mouvement de révolution circulaire. Donc on a répondu à cette question. Quelle est l'énergie mécanique et communiquée au pendule pour qu'il fasse un tour complet, le fil restant tendu? Il faut que l'énergie soit plus grande que 5 demi de mgl. On va se servir un peu de ce résultat pour répondre à la deuxième question, pour illustrer une deuxième fois la conservation d'énergie mécanique. Vous avez le même pendule que vous écartez d'un angle θ égale moins pi sur 2. Donc là, vous le mettez, là voilà le point de fixation, vous le mettez là, si θ vaut moins pi sur 2. On va lâcher le pendule. Alors évidemment, si on lâche, bon, il va se mettre à osciller, bien sûr. Mais entre-temps, on aura mis un obstacle ici, juste en dessous le point de fixation, à une certaine distance, que j'appelle x. Quand le pendule va descendre, bon, ici, il accélère, il va prendre de la vitesse, mais quand le fil va rencontrer l'obstacle, le fil va se tordre, là, et donc la bille ici va remonter. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle s'enroule autour de l'obstacle. D'accord ? La question que je me pose, c'est quelle est la distance, si on lâche le pendule, pour quelle valeur minimale de x le pendule va s'enrouler autour de A. Hein, si vous avez un x qui est trop petit, que le point A soit trop haut, bien le pendule il va remonter, puis le fil va se détendre, et puis il ne va pas pouvoir s'enrouler, il va retomber. Moi ce que je veux, c'est que le pendule s'enroule complètement. Donc il faut que le pendule, ensuite, fasse un demi-tour, de sorte que le fil soit tendu. Et puis s'il arrive à faire un demi-tour, le fil étant tendu, ensuite il va continuer à tourner et le fil va s'enrouler autour de A. Là aussi, oui, ça c'est typiquement un problème qui, comme ça, peut paraître un peu compliqué quand on regarde ce problème. Mais en réalité, avec un petit raisonnement énergétique, c'est très simple. Donc je vais commencer déjà par dessiner le pendule dans son état initial. Et puis l'obstacle est ici, ce point-là je l'appelle A, et cette distance-là, c'est X. Quelle est l'énergie mécanique du pendule? Je rappelle, le pendule donc, a une énergie mécanique qui se conserve. Quelle est l'énergie mécanique? Il suffit juste d'écrire l'énergie cinétique initiale, c'est 0, plus l'énergie potentielle. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre la même convention pour le choix d'axe OZ. Alors là, c'est très important ici parce que je vais utiliser le résultat de tout à l'heure. Je vais utiliser le résultat précédent dans lequel j'ai montré que pour qu'un pendule fasse un tour complet, le fil restant tendu, il faut que son énergie mécanique soit supérieure à 5,5 de mgl. Mais attention, ça suppose d'avoir pris comme origine des potentiels la position de repos. Donc, je vais prendre, alors, je ne sais pas où est la position de repos, mais vous voyez, la position de repos, elle est quelque part, elle est par là. Donc ça va être mon origine des potentiels, mon origine des axes Z. Voilà le point O ici. Donc, ici, la hauteur
de la masse à l'instant initial, c'est Z égale L. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgl. Donc là, l'énergie mécanique de mon pendule, c'est mgl. D'ailleurs, c'est plus petit que 5,5 de mgl, donc évidemment, là, le pendule, là, s'il n'y avait pas l'obstacle A, là, il ne pourrait pas faire un tour complet. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il ferait? Il ne ferait que osciller entre θ égale moins pi sur 2 et θ égale pi sur 2, c'est tout. Et comme l'énergie se conserve, ben, il ne ferait que osciller indéfiniment. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui va se passer quand le fil va toucher l'obstacle A? Le point A est ici, et là la masse est ici. En termes de force, on a toujours la même chose. Ici, on a toujours le poids et la tension. On a toujours une tension qui ne travaille pas et un poids qui est une force conservative. Donc, le système là, il est toujours conservatif. Donc, a priori, l'énergie se conserve encore. Donc, en fait, pendant toute cette phase-là, l'énergie mécanique se conserve. J'ai un pendule dont la longueur n'est plus L ici. La longueur, c'est tout simplement L-X. Et moi, ce que je veux, c'est que le pendule aille faire un tour complet, enfin un demi-tour, le fil restant tendu. Donc, pour faire un tour complet, le fil restant tendu, il faut que l'énergie mécanique soit plus grande. On l'a vu tout à l'heure, il faut que l'énergie mécanique soit plus grande que 5,5 de m de la masse du pendule fois g fois la longueur du pendule. Mais ici, la longueur du pendule, c'est pas L, attention, c'est L-X. Voilà, on a presque terminé, il suffit juste d'écrire, EM on connaît, c'est MGL, hein, tout simplement. Donc MGL doit être plus grand que 5,5 de mg fois L moins x. Donc déjà, on peut simplifier par m ici, on peut même simplifier par g également. Donc ça fait tout simplement L supérieur à 5,5 de L moins 5,5 de x, c'est-à-dire que x, enfin 5,5 de x doit être supérieur à 5,5 de L moins L, donc 3,5 de L. Et donc on a trouvé x qui doit être plus grand que 3 cinquièmes de L. Voilà le résultat. Si je veux que le pendule s'enroule autour du point A, ben, il faut que x soit 3 cinquièmes, au moins plus grand que 3 cinquièmes de la longueur du pendule. Dernier exemple, toujours avec le pendule. Voilà, imaginez, voilà, vous avez un pendule qui est au repos, et vous le lancez avec une certaine vitesse. Voilà, vous lui communiquez une vitesse V0, comme tout à l'heure là. Moi, je voudrais connaître l'équation différentielle vérifiée par θ de t. C'est-à-dire qu'en fait, je voudrais savoir comment l'angle varie au cours du temps. Et pour cela, ben, il faut en général résoudre une équation différentielle. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, hein, en général, quand on cherche une équation horaire, on utilise le principe fondamental de la dynamique. Et dans ce cas de figure, on pourrait très bien utiliser le principe fondamental de la dynamique. D'ailleurs, je ne vais pas le faire, mais je vous montre comment il faudrait faire. Il faudrait écrire la somme des forces est égale à m fois l'accélération et projeter cette relation suivant la tangente. Dans ce cas-là, vous auriez la somme des forces projetées suivant cette tangente, c'est la projection du poids suivant cette tangente, qui est égale à m fois l'accélération tangentielle. Et l'accélération tangentielle est liée à la dérivée seconde de θ. Et on obtiendra une équation différentielle en θ seconde. Je vous laisse le soin de le faire. Mais moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que quand on a des problèmes relativement simples, notamment à 1 degré de liberté, comme c'est le cas ici, il y a une technique qui est beaucoup plus rapide. Ça consiste à écrire la conservation de l'énergie mécanique. Je vous montre, vous allez voir, c'est très rapide.
Donc voilà le pendule simple. Ce que je cherche à obtenir, c'est l'équation différentielle vérifiée par θ de t. Donc vous écrivez que l'énergie mécanique est constante. Donc EM est égal. Donc j'écris 1 demi de mv carré plus mgz égale constante. Ça, c'est un premier point. Ça traduit la loi de conservation de l'énergie mécanique. Dans un deuxième temps, puisque vous cherchez l'équation différentielle vérifiée par θ de t, vous exprimez l'énergie mécanique en fonction de cette unique variable. Mais ici, dans l'histoire, qu'est-ce qui varie? Donc, quand le pendule se déplace, la vitesse va varier, et puis z va également varier. Mais ces variables, v et z, peuvent s'exprimer en fonction de θ. Déjà, commençons par z. Qu'est-ce que c'est que z? Ça, c'est la cote du point M, ici. Donc là, l'origine étant ici. C'est la position de la masse à l'instant t. Comment j'obtiens z? Eh ben, j'écris que z, c'est la longueur ici, L, moins cette longueur-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, vous voyez que c'est pas très compliqué. On a un triangle rectangle ici. On a l'hypoténuse, et là, on a le côté adjacent. Donc ça, c'est L cos θ. Z, c'est simplement L. D'autre part, la vitesse, qu'est-ce qu'elle vaut, la vitesse? Ça, on l'a vu dans le chapitre cinématique. Là, quel est le mouvement du point M? Ben, c'est un mouvement circulaire. Mouvement circulaire, on sait que V égale R oméga. Ici, le rayon du cercle, c'est L, et oméga, c'est θ point. Donc là, on a bien exprimé en fonction de θ. Si je réécris mes équations, je vais donc avoir EM égale 1 demi de M L2 θ point au carré plus M G L facteur de 1 moins cosinus θ. Il y a donc une constante qui se conserve. On obtient une équation différentielle du premier ordre. Si on vous demande une équadif du premier ordre, ben on peut s'arrêter là. La constante, on la connaît. La constante, hein, ça dépend des conditions initiales, hein, c'est-à-dire que c'est 1 demi de mv0 carré si vous connaissez la vitesse initiale. On lance ici la masse avec une vitesse v0. Souvent, on préfère une équation différentielle du second ordre. Pourquoi? Parce que cette équation différentielle du premier ordre, elle a un petit défaut, c'est que vous voyez, il y a un carré ici. Donc c'est une équation différentielle qui n'est pas linéaire. Donc déjà, c'est embêtant le carré. Souvent, on préférera avoir une équation différentielle du second ordre. Donc pour obtenir l'équation différentielle du second ordre, eh bien, comment on s'y prend? Eh bien, il suffit de dériver l'énergie mécanique par rapport au temps. Puisque l'énergie mécanique est constante, alors c'est souvent utile d'ailleurs parce que cette constante, on ne la connaît pas forcément. Donc déjà, quand on va dériver par rapport au temps, cette constante va disparaître. Et le fait de dériver va faire apparaître des dérivées secondes. Donc si je dérive cette équation par rapport au temps, donc je vais avoir donc, DEM sur dt égale 1 demi de ml carré, ça c'est une constante, donc je laisse en facteur, je dérive θ point carré. Donc attention, là je dérive par rapport au temps θ point carré. Donc j'applique la formule u carré prime égale 2u prime u. Donc 2 fois u prime, c'est-à-dire θ point point, fois θ point. Ensuite, je dérive mgl fois 1 moins cos θ. Donc mgl, et je dérive 1 moins cos θ. Donc si je dérive 1, ça va faire 0. Moins cos θ, je vais avoir moins fois θ point moins sinus θ.
Donc le moins s'en va, il va me rester θ point sinus θ égale 0, puisque je dérive une constante. Alors vous voyez ici, je peux simplifier par la masse. Le 2 ici s'en va. Alors, θ point a priori différent de 0, puisque je m'intéresse à un mouvement, enfin θ varie. Hein, donc, et du coup, j'obtiens. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser tout ça par L carré. Et je vais obtenir ceci. θ point point plus G sur L sinus θ égale 0. Voilà l'équation différentielle du second ordre. Alors vous voyez, c'est une équation différentielle. Alors attention, elle n'est pas linéaire à cause du sinus θ. C'est une équation différentielle qui est non linéaire. Alors en général, les raisonnements énergétiques sont des raisonnements qui donnent des équations simples, ce sont des équations scalaires, donc c'est ça aussi l'intérêt. Mais attention, parfois, enfin assez souvent même, la conservation d'énergie, enfin ou en tout cas un bilan d'énergie donnera une information, mais qui ne sera pas forcément suffisante. Alors souvent, pour les problèmes à une dimension, comme c'est le cas ici, c'est suffisant. On peut avoir l'équation du mouvement sans problème, mais ça n'est pas toujours suffisant. Et vous voyez ici, si par exemple je veux savoir comment la tension du fil varie au cours du temps, ben, ce n'est pas cette équation qui va me la donner, je serai obligé d'écrire le PFD et de projeter le PFD suivant l'axe du fil pour avoir la tension, en fonction de variables qui vont dépendre du temps. Donc voilà pour le chapitre sur l'énergie, et en TD, nous mettrons en application les différents théorèmes que nous avons vus. A bientôt!